Salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur Abysseur. Aujourd'hui, on va plonger dans 5 histoires terrifiantes qui se passent dans des grottes. Et la dernière, c'est un accident tellement tragique que, franchement, c'est l'un des trucs les plus flippants qu'on puisse imaginer arriver dans une caverne. Le 18 juillet 1980, David Carson et John Brock, tous deux âgés de 19 ans, arrivent dans le parc national de Carlsbad Caverns, situé au Nouveau-Mexique. C'est l'un des parcs les plus spectaculaires et mystérieux au monde. Avec plus de 119 grottes connues, il est célèbre pour ses formations géologiques uniques et la beauté de ses structures souterraines. Contrairement à la plupart des grottes qui se forment par l'interaction de l'eau avec le dioxyde de carbone, celles de Carlsbad ont été façonnées par l'action de l'acide sulfurique, formé à partir de l'eau souterraine en contact avec les gaz pétroliers de la région. Ce processus peu commun a donné naissance à des structures étonnantes et rares, comme les lustres de gypse de la grotte Lechuguilla, pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres de long. David et John étaient de vrais aventuriers dans l'âme, toujours à la recherche de lieux hors du commun, là où peu osaient mettre les pieds. Ce jour-là, avant de se rendre au parc, ils s'étaient arrêtés dans un petit bar des environs. Ils étaient excités, buvaient quelques bières pour faire monter l'adrénaline et se mettre dans l'ambiance. Lorsqu'ils sont enfin arrivés au centre des visiteurs, celui-ci était sur le point de fermer et la plupart des touristes avaient déjà quitté les lieux. Mais Carson et Brock avaient d'autres projets. Ils ne voulaient pas simplement suivre le circuit classique. Leur objectif était de dépasser les limites officielles, attirés par les couloirs sombres et inexplorés de la grotte. En approchant de l'entrée principale, ils ont vu les derniers groupes de touristes quitter les lieux, guidés vers la sortie. Malgré le coucher du soleil et la fermeture imminente du parc, ils ont continué leur chemin, s'enfonçant de plus en plus dans les profondeurs. Ils ont atteint une grande salle connue sous le nom de Theatre Hall. Une grosse chaîne en bloquait l'accès, accompagnée d'un panneau bien visible. Accès interdit au-delà de ce point. Pour la majorité des gens, ce serait un signal clair pour faire demi-tour. Mais pour Carson et Brock, c'était presque une invitation. L'alcool et l'excitation de l'exploration ont pris le dessus. Après s'être assurés qu'ils étaient seuls, ils ont enjambé la chaîne et se sont aventurés plus loin, quittant les sentiers éclairés pour pénétrer dans l'obscurité totale. À mesure qu'ils progressaient, un silence profond et la vastitude des lieux les enveloppaient. La température baissait, l'air devenait plus lourd et une étrange tension planait. Carson, en tête, éclairait leur chemin avec une lampe torche dont la lumière peinait à percer l'obscurité absolue. C'est dans ce silence presque sacré qu'ils ont commencé à ressentir la peur de l'inconnu. Un monde encore vierge de toute présence humaine. Seuls leurs pas craquaient sur le sol. Ils essayèrent de rester prudents, bien que clairement affectés par l'alcool. Quelques mètres plus loin, ils sont tombés sur une grille verrouillée, installée pour interdire l'accès aux zones les plus dangereuses de la grotte. Ils se sont arrêtés un instant, hésitants. Pour beaucoup, cette grille aurait marqué la fin de l'aventure. Mais Carson et Brock ne comptaient pas renoncer. Une fois de plus, ils ont ignoré l'avertissement et se sont mis à chercher un passage. Ils ont vite repéré une petite corniche surélevée au-dessus du chemin principal. Peut-être qu'en passant par là, ils pourraient contourner la grille. La paroi était glissante à cause des excréments de chauves-souris, irrégulières et étroites. Carson est monté le premier, tenant la lampe d'une main, avançant avec précaution. Brock l'a suivi de près, chaque pas étant plus risqué que le précédent. En dessous d'eux, il n'y avait que du vide. Chaque mouvement était délicat, chaque prise de pied, une petite victoire. Mais il continuait, persuadé d'être sur le point de découvrir un recoin de la grotte que peu avaient foulé. Vers 22 heures, alors que Carson avançait sur la corniche, son pied a glissé sur une pierre instable. Il a perdu l'équilibre en une fraction de seconde et est tombé dans le vide, chutant de près de 12 mètres pour s'écraser violemment sur un tas de rochers. Le bruit du choc a résonné fort dans la grotte. Brock s'est figé, la lampe tremblant dans ses mains. En bas, Carson gisait, immobile, entouré de pierres coupantes et de tesséfantes et de débris. Le silence laissait place aux cris de douleur. Ce qui devait être une aventure devenait un cauchemar. Brock a descendu en vitesse pour rejoindre son ami, paniqué. Carson était encore conscient, mais à peine capable de parler. Son visage déformé par la douleur était inondé de larmes. Il était coincé sous un amas de pierres dans une poche d'air étroite. Brock s'est mis à les retirer frénétiquement.
Le corps de Carson était couvert de blessures, ses bras, son visage et son torse pleins d'ecchymoses et d'éraflures. Mais le plus terrifiant pour Brock, c'était de voir les jambes de son ami complètement tordues et inertes. Il était tiraillé entre le besoin d'aller chercher de l'aide et la peur de laisser Carson seul. Ce dernier était incapable de bouger, partiellement enseveli, et chaque seconde comptait. Brock s'est donc lancé dans un périple de retour, tentant de sortir de la grotte pour appeler les secours. Après de longues heures d'efforts, il a enfin émergé de la noirceur, exténué et à bout de souffle. Au centre des visiteurs, il a trouvé le garde forestier John McLaughlin et lui a expliqué toute la situation. McLaughlin a immédiatement contacté une équipe de secours spécialisée, bien conscient que chaque minute était cruciale. Moins d'une heure plus tard, l'équipe arrivait, équipée de cordes, de brancards et de matériel de stabilisation. Une fois sur place, ils ont évalué les conditions et commencé les opérations. Carson devait être immobilisé totalement pour éviter d'aggraver ses blessures. Ils l'ont attaché à un brancard rigide en maintenant sa colonne vertébrale bien droite. L'opération s'est déroulée avec une extrême prudence. Chaque mouvement était minutieusement planifié pour éviter toute douleur ou complication. Le retour à la surface fut une véritable épreuve. Sentiers raides, glissants, virages serrés, tout compliquait le transport. Les sauveteurs communiquaient à voix basse, attentifs au moindre obstacle. Après de longues heures d'efforts et d'angoisse, ils ont enfin réussi à sortir Carson de la grotte. Épuisé, souffrant, son corps meurtri, il a été immédiatement transféré au centre médical de Guadalupe. Là, les médecins ont procédé à un examen approfondi de ses blessures. Le diagnostic est tombé comme un coup de massue, une grave lésion à la colonne vertébrale, le laissant paraplégique du torse vers le bas, un choc terrible, autant pour lui que pour sa famille, ses proches et même les employés du parc, qui n'avaient jamais vu un cas aussi dramatique. Ce drame a suscité un vrai débat autour des dangers de l'exploration irresponsable, surtout lorsqu'elle est mêlée à la consommation d'alcool et à l'irrespect des consignes de sécurité. Des spécialistes du milieu spéléologique ont rappelé que les grottes sont des environnements à haut risque, exigeant expérience et équipement adapté. L'accident de Carson est devenu un avertissement pour toute la communauté. En réaction, les responsables du parc ont renforcé les mesures de sécurité. Des barricades plus solides, des panneaux d'avertissement plus visibles et une surveillance accrue dans les zones interdites. Des campagnes de sensibilisation ont aussi été lancées pour informer les visiteurs sur les dangers réels du milieu souterrain et l'importance de suivre les règles. Cet incident est resté gravé dans la mémoire du parc comme un tournant, un rappel du prix parfois très lourd de l'imprudence. Aujourd'hui encore, malgré les années passées, le souvenir de cette nuit est bien vivant. Carson et Brock ne seront plus jamais les mêmes. Cette aventure, qui n'était censée être qu'une montée d'adrénaline, s'est transformée en leçon douloureuse pour tous. Août 2004, l'ambiance était à la bonne humeur. Le plan du jour, la grotte d'Island Ford, dans l'intérieur de la Virginie, aux États-Unis. Une adolescente de 15 ans, dont le prénom n'a jamais été divulgué, était surexcitée. Elle ne pouvait pas s'empêcher de sourire en mettant son casque, en ajustant la lampe frontale et en écoutant attentivement les consignes de sécurité données par les encadrants avant le départ. Personne ne se doutait que cette journée allait tout faire basculer. Cette grotte est bien connue dans la région, surtout chez les fans de spéléologie, cette activité qui consiste à explorer les cavités souterraines. C'est une sortie assez populaire chez les camps d'ados locaux qui les emmène découvrir les zones les plus stables de cette formation rocheuse sans trop de risques. Ce jour-là, le responsable principal de l'expédition était un guide très expérimenté, qui connaissait ce parcours par cœur. Ça rassurait tout le monde pendant qu'il menait le petit groupe de 8 jeunes vers l'entrée impressionnante de la grotte. À mesure qu'ils s'enfonçaient, la chaleur étouffante de l'été s'évanouissait derrière eux. Il faisait naturellement plus frais, presque froid, ce qui ne faisait qu'amplifier le sentiment d'aventure. Durant la première heure, tout se passa comme prévu. Ils franchirent des passages étroits, parfois obligés de se glisser de côté pour continuer, avec cette étrange sensation d'être dans un monde où le soleil ne pénètre jamais. La jeune fille, elle, rayonnait depuis le début du camp, rien qu'à l'idée de faire cette randonnée souterraine. Elle restait concentrée, attentive aux indications concernant les pierres métaglissantes ou les zones instables. Environ 150 mètres après l'entrée, le passage se rétrécit et devint plus délicat. Ils arrivèrent dans une zone où, il y a très longtemps, une partie du plafond s'était effondrée.
laissant un tas de roches et de fentes naturelles, une sorte de labyrinthe brut, parsemé de cailloux tranchants et de marches naturelles. Elle marchait en 4e position, juste derrière le guide et deux camarades. Sa lampe frontale n'éclairait que quelques pas devant elle et le terrain demandait toute son attention. Certaines pierres étaient bien stables, d'autres vacillaient au moindre appui. Le guide pointait calmement chaque appui fiable à prendre. Quand vint son tour, elle posa le pied sur une pierre qui semblait de bien en place. Mais à peine eut-elle transféré son poids que la roche bougea. Tout bascula en quelques secondes. Elle tenta de se rattraper, les bras battant dans le vide pour garder l'équilibre, mais rien à faire. Elle tomba, mal, coincée entre deux énormes blocs. Et là, c'est devenu vraiment critique. Le mouvement provoqua un déséquilibre général autour d'elle, des pierres de toute taille, certaines grandes comme une main, d'autres probablement proches de 9 kilos, se détachèrent des parois. Elle n'eut quasiment pas le temps de réagir. Elle leva à peine les bras pour se protéger la tête que les pierres commençaient déjà à pleuvoir. Quand ça s'est enfin arrêté, elle était partiellement ensevelie. Des pierres recouvraient son torse et son bras gauche, et ses jambes étaient étendues, complètement bloquées. Sa jambe droite, surtout, était prise au piège entre deux gros blocs immobiles. Elle essaya de se tourner, de tirer sur sa jambe, de se repositionner. Rien n'y faisait. La jambe était coincée entre le milieu du mollet et la cheville, dans un angle tordu, franchement douloureux. Le guide réagit immédiatement. Il s'approcha prudemment et commença à enlever les pierres qui couvraient son corps. Les autres ados se mobilisèrent aussi, en retirant celles du dessus. Petit à petit, il dégagea son torse, en commençant par les plus petites. Elle respirait un peu mieux à chaque pierre enlevée, mais sa jambe restait coincée et l'angoisse ne descendait pas. Rapidement, le guide comprit que la situation était plus grave qu'elle n'en avait l'air. Sa jambe était coincée dans une fissure si étroite que même avec toute sa force, elle ne pouvait pas s'en dégager. Les roches tombées l'avaient aussi maintenue dans une posture très défavorable. Il tenta tout ce qu'il pouvait. Il essaya de déplacer une pierre plus petite, mais elle faisait en fait partie d'un ensemble compact, impossible à bouger à la main. Il tenta de libérer l'espace autour, de retirer d'autres cailloux, de changer l'angle. Il utilisa même son propre corps pour faire levier. Rien à faire. Parfois, ça empirait les choses. Autour d'eux, les autres ados étaient désemparés. Certains essayèrent de la rassurer, d'autres étaient pétrifiés. La température, aux alentours de 13 degrés Celsius, auparavant agréable, devenait maintenant glaciale. Le temps semblait suspendu. Ce qui avait dû durer à peine 15 minutes paraissait une éternité. À bout d'options, le guide prit une décision difficile. Il demanda à l'autre encadrante de remonter au plus vite jusqu'à la sortie pour appeler les secours. L'attente fut interminable. Chaque seconde s'étirait comme une heure. À l'extérieur, la monitrice courut jusqu'à la voiture la plus proche pour récupérer le téléphone d'urgence. Une équipe de secours, spécialisée dans les sauvetages en milieu souterrain, fut immédiatement contactée. Moins de 20 minutes plus tard, des bénévoles arrivaient déjà avec leur matériel, venant de toute la région. Ce n'étaient pas des secouristes lambda, c'étaient des pros, formés exactement pour ce genre de cas extrêmes. Dans la grotte, la jeune fille était à moitié consciente, dans un état second. Presque une heure après l'accident, ils entendirent des voix au loin, puis la lumière vacillante de lampes torches. L'équipe venait d'arriver. Ils étaient les 4, équipés jusqu'aux dents. Le chef prit rapidement les choses en main. Il examina la situation, observa comment la jambe était coincée, évalua les blessures. Avec une coordination parfaite, 3 secouristes tirèrent lentement, à l'angle exact, et miracle, sa jambe se libéra. Un soulagement immense. À partir de là, ils purent évaluer plus précisément les autres blessures. Elle avait des bleus un peu partout sur le torse et le dos, mais le plus inquiétant, c'était une grosse entaille sur l'omoplate gauche qui saignait beaucoup. Elle fut installée avec soin sur une civière spéciale, bien attachée pour éviter tout mouvement pendant le trajet de retour à travers les passages étroits. La remontée fut lente et minutieuse. La civière passait de main en main à travers les passages les plus serrés. Lorsqu'ils virent enfin la lumière du jour, une ambulance attendait déjà, portières ouvertes. À l'hôpital, elle passa une batterie d'examens. La plus grande crainte était le syndrome d'éloge, une condition où la pression interne des muscles peut causer des dégâts irréversibles. Il y avait aussi des risques de blessures internes, notamment aux côtes, avec certaines pierres de presque 9 kilos qui lui étaient tombées dessus. Finalement, aucune fracture à la jambe, mais 2 fissures costales.
Avec du repos et un traitement adapté, elle s'est remise le 25 janvier 1986. 4 explorateurs passionnés se retrouvent pour une expédition qu'ils préparaient depuis longtemps. La grotte, connue sous le nom de Parker's Pit, attire régulièrement des spéléologues chevronnés venus de tout le Midwest américain, grâce à ses nombreux défis techniques et ses descentes vertigineuses. Ce genre de grotte n'a rien à voir avec les cavités horizontales où l'on peut marcher ou ramper. Ici, c'est du vertical pur, avec tout ce que ça implique. Maîtrise absolue du rappel, préparation millimétrée et matériel spécifique pour espérer rentrer en un seul morceau. Ce matin-là glacial comme seul un hiver américain peut l'être, le groupe arrive à l'entrée de la grotte serein, persuadé d'avoir tout ce qu'il faut pour affronter ce monstre souterrain. Les 4 avaient déjà affronté d'autres systèmes verticaux complexes, mais comme souvent dans ce genre de milieu, l'expérience ne fait pas tout, surtout quand on commence à relâcher la rigueur sur les procédures de sécurité. Ils commencent donc leur descente et dès le départ se retrouvent face à un premier obstacle, le Upper Bound, une verticale de 6,7 mètres, soit un peu plus de 6,70 mètres de chute libre si on rate le coche. Pas le genre de descente qu'on peut se permettre de bâcler. Une mauvaise manœuvre ici, et c'est le crâne qui éclate sur du calcaire dur comme de la pierre tombale. 2 membres du groupe parviennent à descendre sans problème, utilisant les bonnes techniques et le bon matos. Ils atterrissent sans encombre au fond du puits. Prêts à continuer l'aventure, loin de se douter de ce qui allait se passer au-dessus de leur tête. Le 3e à se lancer va commettre une erreur critique, presque fatale. Il utilise un système de descente appelé bar brake, un dispositif courant en spéléo pour contrôler sa vitesse de descente. Le montage doit être précis, la corde passe dans le mousqueton, contourne le frein, puis repasse dans le mousqueton une seconde fois. C'est cette boucle finale qui crée assez de friction pour éviter une descente non maîtrisée. Mais voilà, il oublie cette dernière étape. Il passe la corde dans le frein, dans le mousqueton, mais oublie de la repasser une 2e fois dans le mousqueton. Résultat, aucun contrôle, le système n'a plus aucune utilité. Le frein ne freine rien. Il est littéralement assis sur une descente en roue libre. La catastrophe est inévitable. À peine commence-t-il à descendre que tout part en vrille. La corde file dans le système comme si de rien n'était. Il se rend compte, l'espace d'un instant, qu'il est en chute libre. Les parois de la grotte défilent à une vitesse hallucinante. Il entend l'air siffler à ses oreilles. Son corps est aspiré vers le sol, irrémédiablement, pendant que les 2 autres, en bas, le regardent tomber, impuissants et terrifiés. L'impact est violent, brutal. Ils s'attendent à trouver un cadavre. Ils courent vers lui, le cœur battant, mais ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Il est vivant, choqué bien sûr, mais conscient. Il parvient même à se relever, tremblant, mais sans blessure majeure. C'est un miracle pur et simple. Mais le choc mental, lui, ne tarde pas à se manifester. Ses mains tremblent, son regard est vide. Il vient de frôler la mort. À ce moment-là, la décision la plus logique aurait été de remonter à la surface, de mettre fin à l'expédition. Mais non. Dans un élan quasi suicidaire, il décide de continuer, de s'enfoncer encore plus loin. L'homme qui vient de tomber de 6,7 mètres insiste, il veut continuer. Il dit qu'il va bien. Ce genre de réaction, c'est le piège classique en exploration. Croire que si on a survécu une fois, on est intouchable. Le groupe reprend la descente dans les boyaux toujours plus étroits de Parker's Pit, où le danger ne fait qu'augmenter. Ils arrivent à la section la plus redoutée de toute la grotte, le Z-Bend, un cauchemar de roches tordues, un labyrinthe de passages si serrés qu'il faut littéralement tordre son corps dans tous les sens pour espérer avancer. Certains s'y sont retrouvés coincés, incapables d'avancer ou de reculer. Un piège parfait. Le premier tente le passage, nez allongé sur le ventre, les pieds nus au devant. Il se faufile tant bien que mal jusqu'à la première courbe serrée et avertit les autres, c'est ultra étroit. Le 2e s'engage à son tour, cette fois sur le dos, toujours les pieds en premier. Dès qu'il entre dans le Z-Bend, il comprend que c'est une vraie souricière. Les parois de calcaire l'écrasent presque, il ne peut plus bouger. Chaque centimètre est une lutte, sa respiration devient difficile, son torse est comprimé, il manque d'air. En quelques minutes, il est coincé, vraiment coincé. Le calcaire le serre comme un étau, le stress monte, il ne peut ni avancer, ni faire marche arrière. La panique le prend, il commence à bouger dans tous les sens, ce qui contracte encore plus ses muscles et empire la situation. Chaque mouvement rend son corps plus rigide et plus large, ce qui bloque davantage le passage.
Ses cris résonnent dans la roche, les autres comprennent l'urgence. Ils doivent le sortir de là vite, sinon il va suffoquer. 2 d'entre eux se positionnent pour l'aider, l'un devant, l'autre derrière, prenant le risque de se faire coincer, eux aussi, dans ce goulot terrifiant. La roche ne cède pas, elle retient le moindre geste. Les sauveteurs sont dans des positions atroces, forçant leur corps à se plier dans tous les sens. Pendant ce temps, la respiration de leur ami piégé ralentit. Son visage est livide, il est à bout. Petit à petit, centimètre par centimètre, ils parviennent à le tirer. La pierre râpe sa peau, déchire ses vêtements. C'est une épreuve épuisante. Mais finalement, alors qu'il n'a presque plus de force, ils réussissent à le dégager de la partie la plus étroite. Quelques minutes de plus, et il n'aurait pas survécu. L'extraction marque la fin de cette expédition cauchemardesque, 2 incidents presque mortels en un seul jour. Une succession d'erreurs, de hasards, de négligences qui auraient pu leur coûter la vie. Ils remontent péniblement à la surface, repassant par les mêmes passages qui les avaient presque tués. Leurs visages en disent long. Le sourire du matin a laissé place à l'effroi. Ils ont vu la mort de près et, par miracle, sont revenus vivants. Franchement, cette histoire m'a complètement retourné. Quand on pense à la spéléologie, on imagine l'aventure, la découverte, peut-être un peu de frisson, mais certainement pas ce genre de cauchemar. Ce groupe-là a flirté avec la mort à 2 reprises dans une seule expédition et pourtant, ils ont continué comme si rien ne s'était passé. C'est fou de voir à quel point l'adrénaline peut prendre le dessus sur le bon sens. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce mélange de passion et d'inconscience. On sent qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, mais à quel prix? Personnellement, je pense que ce genre de situation doit servir d'exemple. L'exploration, c'est génial, mais pas au point d'ignorer des signaux aussi évidents de danger. La survie miraculeuse du gars qui a fait une chute libre de presque 7 mètres, c'est pas une seconde chance, c'est un avertissement. Et s'ils avaient perdu quelqu'un ce jour-là, on parlerait pas d'un miracle, mais d'une tragédie. Donc voilà, c'est important d'avoir de la passion, mais c'est encore plus important de rester lucide. Le 2 juin 2004, 9 ados se retrouvent à l'entrée de la grotte de Tongue River dans l'état du Wyoming. L'ambiance est détendue, ils sont contents de passer un bon moment entre potes un samedi après-midi. Barry Blaha et Dana Herbert, tous les 2 âgés de 16 ans, avaient convaincu les autres de venir explorer ce réseau de grottes souterraines. Aucun d'eux n'avait la moindre expérience en spéléologie, mais ils étaient convaincus qu'ils sauraient se débrouiller. Ils avaient pris quelques lampes torches pas chères, des piles de rechange et 2 ou 3 frontales empruntées à du matos de camping. Ils pensaient que ça suffirait pour y voir clair. Aucun casque, aucun équipement spécialisé pour l'exploration souterraine. Et surtout, aucune idée de la galère que ça pouvait devenir si jamais quelque chose tournait mal. Le petit groupe est entré dans la grotte en file indienne, avançant doucement dans les profondeurs de la montagne, en rigolant et balançant des blagues sur le côté aventure de la sortie. Au début, le tunnel principal était assez large pour marcher debout, sans problème. Ils pouvaient même se séparer pour explorer différents recoins de la grande salle d'entrée. Mais plus ils avançaient, plus ils tombaient sur des couloirs latéraux qui partaient dans tous les sens. Certains ne menaient nulle part, les forçant à revenir en arrière pour essayer une autre voie. Tout au long du parcours, les murs montraient donc clairement des signes d'érosion et d'infiltration, des pierres mal fixées, des sections instables. Tout ce qu'un spéléologue expérimenté repérerait direct, mais eux, ils étaient trop excités pour remarquer quoi que ce soit de dangereux. C'est à ce moment-là que Barry a repéré un truc que personne d'autre n'avait vu. Une fente étroite dissimulée dans l'ombre d'un recoin qui semblait descendre encore plus loin dans le système. Ce passage n'était noté sur aucune carte. Pour eux, c'était peut-être la découverte. Un truc qui les rendrait un peu légendaires dans leur cercle d'amis. Ils se sont tous regroupés autour de l'ouverture, éclairant le passage avec leurs lampes. Les parois n'étaient plus les mêmes que dans le tunnel principal. Les pierres étaient fendues, mal fixées, comme si elles tenaient juste par miracle. Dès qu'on les touchait, des petits morceaux tombaient tout seuls. Mais bon, les ados n'en avaient rien à faire. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une aventure à vivre. Complètement électrisés par l'adrénaline et l'excitation de trouver quelque chose de nouveau, Barry et Dana ont décidé d'entrer en premier dans cette fissure étroite, pendant que les autres continuaient à explorer les alentours. Rapidement, le passage s'est resserré. Ils ont dû se tourner de côté, puis ramper à 4 pattes et finalement se traîner à plat ventre comme à l'armée. Malgré toutes ces galères, le tunnel continuait.
À son point le plus étroit, il faisait à peine 45 cm de large et environ 60 cm de hauteur. Même pour des pros bien équipés, c'est le genre de passage qui fait transpirer. Barry, un peu plus mince que Dana, passait en tête. Dana le suivait de près. L'espace était si confiné qu'il devait expirer complètement pour avancer de quelques centimètres. À un moment, Barry s'est retrouvé totalement coincé. Le tunnel s'était resserré autour de lui. Impossible d'aller plus loin, même en bougeant dans tous les sens. La solution raisonnable aurait été de reculer, d'abandonner et de chercher un autre passage. Mais l'obstination adolescente a pris le dessus. Barry voulait continuer. Il a essayé d'agrandir un peu le passage en retirant des pierres. Il a réussi à libérer un bras et à attraper un caillou gros comme un ballon de handball qui semblait faire partie du blocage. Sans réfléchir, il a commencé à s'en servir comme d'un marteau improvisé, tapant sur les rochers devant lui pour les briser ou les déplacer. Chaque coup faisait résonner les parois. De la poussière tombait du plafond. La structure de la grotte, stable depuis des milliers d'années, était en train d'être mise à l'épreuve. Les pierres fendues tenaient en place uniquement par équilibre naturel. Chaque choc que Barry infligeait remettait ce fragile équilibre en cause, propageant des tensions tout autour d'eux. Et puis, ce que redoutent tous les explorateurs de grottes arriva. Un craquement profond a retenti dans le passage. Juste après, un bruit assourdissant de roches qui bougent. Un énorme bloc de pierre pesant plus de 130 kg s'est détaché du plafond et a atterri juste derrière Dana. Le choc a été violent. Tout a tremblé, un nuage épais de poussière a rempli l'air. Et quand tout s'est calmé, le constat était glaçant, la roche bloquait complètement le chemin. Barry et Dana étaient de coincés, enterrés vivants dans un espace à peine plus grand qu'un cercueil. Ce qui a suivi, c'est un vrai cauchemar claustrophobique. Barry était coincé dans la partie la plus étroite, la poitrine compressée, respirant à peine. Dana était coincée derrière ses pieds, avec la pierre juste dans son dos. Elle a commencé à paniquer et à hyperventiler. Ils ont éteint leurs lampes pour économiser les batteries. Il faisait noir comme dans un tombeau. Le seul bruit était leur souffle saccadé et parfois les cris étouffés de leurs amis de l'autre côté de la roche. Tout autour d'eux, des tonnes de pierres, le moindre faux mouvement risquait de tout faire s'effondrer à nouveau. Leurs amis ont essayé de bouger la roche, mais elle était inamovible. Elle faisait carrément corps avec la montagne. Ils ont tenté de creuser et de crier à l'aide, mais sans succès. Chaque tentative ratée ne faisait qu'augmenter l'angoisse de Barry et Dana. Le temps semblait figé. Les pierres les comprimaient, bloquant la circulation, provoquant des douleurs atroces. L'air devenait chaud, étouffant. Chaque respiration paraissait insuffisante. Ils ont sûrement eu des crampes à force de rester immobiles. Mais le pire, c'était le stress mental. Le bruit des cailloux qui tombent, l'eau qui goutte, des bestioles invisibles qui remuent. Pas de lumière, aucune idée du temps, ni de s'ils allaient être retrouvés un jour. À un moment, leurs amis ont décidé de courir chercher de l'aide. Certains sont remontés à la surface et ont appelé les secours. L'équipe de sauvetage du comté de Sheridan a été dépêchée sur place avec du matériel spécialisé. Le sauvetage est vite devenu une course contre la montre. Les pros sont arrivés avec des vérins hydrauliques, des treuils et tout le matos nécessaire au sauvetage souterrain. Mais faire bouger un bloc de plus de 130 kg dans un couloir minuscule, c'était une autre histoire. Une ou deux personnes seulement pouvaient travailler à la fois, et tout le matériel devait être transporté à la main sur plusieurs centaines de mètres. Chaque action était risquée. Le moindre faux mouvement pouvait déclencher un nouveau glissement de terrain. Les roches étaient hyper instables et il fallait une extrême prudence. Les heures passaient. Barry et Dana étaient au bord de l'épuisement. Ils risquaient une détresse respiratoire, voire une hypothermie, car la température dans la grotte restait très basse. Après ce qui a semblé durer une éternité, les sauveteurs ont réussi à positionner le treuil pour tenter de bouger la roche. Chaque centimètre comptait, et tout devait se faire avec une précision chirurgicale. Petit à petit, millimètre par millimètre, ils ont réussi à dégager le passage. Quand enfin ils ont pu libérer Barry et Dana, c'était à la fois un soulagement immense et une douleur physique atroce. Leurs muscles étaient bloqués, engourdis. Il a fallu un moment avant de pouvoir les extraire sans danger. Le retour vers la sortie de la grotte ressemblait à une renaissance. Chaque pas était une victoire.
Ils sont ressortis de la grotte de Tongue River vers 22h30, après presque 8 heures coincés dans ce qui devait être une simple aventure de fin de journée. On est samedi soir, tard dans la nuit du 1er octobre 1983. Un groupe de 6 explorateurs de grottes expérimentés décide de s'enfoncer dans les profondeurs de la grotte de Dribelbis, située non loin de la paisible ville de Cudstone dans le comté de Berks, en Pennsylvanie. Ce n'étaient pas des amateurs, bien au contraire. Tous avaient des années d'expérience en spéléologie et connaissaient déjà très bien cette grotte pour l'avoir explorée à plusieurs reprises sans jamais rencontrer de soucis. Pendant plusieurs heures, ils ont parcouru les tunnels souterrains, progressant toujours plus loin sous terre. Tout semblait sous contrôle jusqu'à ce que, vers 2 heures du matin, ils décident qu'il était temps de remonter à la surface. La remontée commence et Robert Hugh Scott, 36 ans, se trouve en dernier dans la file. Il était à environ 23 mètres de la sortie, engagé dans un passage vertical qui ne posait, à première vue, aucun problème. Il était le 3e à passer par là, 2 de ses camarades étant déjà passés sans encombre. Ce passage, c'était une fissure creusée dans la roche, haute d'environ 24 mètres dont est large, en moyenne, de 30 cm. Mais comme souvent sous terre, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles en ont l'air. À mi-chemin, la fissure se rétrécit brutalement, passant à peine entre 17 et 20 cm, avant de s'élargir un peu plus bas. C'est à ce moment-là que tout a basculé. En tentant de franchir cette section plus étroite, Scott a glissé brusquement. Sa main a perdu l'adhérence sur la surface humide de la roche. Dans les grottes, les parois sont souvent recouvertes d'un mélange de boue et de condensation, rendant tout extrêmement glissant. En un instant, il a perdu l'équilibre et s'est retrouvé coincé précisément dans la partie la plus étroite de la faille. À partir de cet instant, la vie de Robert Scott a basculé. Il était totalement coincé, de côté, son corps comprimé entre les parois rocheuses. L'espace était si étroit et lisse qu'il n'avait aucun point d'appui pour tenter de se dégager. Les mêmes formations naturelles qui avaient démodelé cette grotte pendant des millénaires avaient créé, sans le vouloir, un piège parfait. Ses compagnons ont vite compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Même avec toute leur expérience, cette situation sortait de l'ordinaire. Ils ont essayé toutes les méthodes possibles avec les moyens qu'ils avaient, mais rien n'y faisait. La grotte semblait retenir Scott avec une force impitoyable, impossible à contrer. Vers 9 heures du matin, après 8 heures de tentatives infructueuses, ils ont dû prendre une décision douloureuse. Le laisser sur place et remonter chercher de l'aide. Ceux qui se trouvaient au-dessus de Scott ont emprunté une autre sortie de la grotte et retrouvé les 2 membres du groupe qui étaient déjà sortis plus tôt. Très vite, l'alerte a été donnée auprès des services de secours de la région. Des pompiers volontaires de 4 casernes différentes ont été dépêchés sur place, équipés et motivés. Mais les grottes, c'est un tout autre monde, étroite, sombre, imprévisible. La majorité des secouristes n'avaient jamais été confrontés à un tel contexte. Et très rapidement, ils ont compris que ce ne serait pas un simple sauvetage. Scott était bloqué dans une zone profonde et exiguë, difficile d'accès, où même se faufiler relevait de l'exploit, sans parler d'y manœuvrer correctement. Vers 9 heures du matin, après 8 heures de tentatives infructueuses, ils ont dû prendre une décision douloureuse. Le laisser sur place et remonter chercher de l'aide. Ceux qui se trouvaient au-dessus de Scott ont emprunté une autre sortie de la grotte et retrouvé les 2 membres du groupe qui étaient déjà sortis plus tôt. Très vite, l'alerte a été donnée auprès des services de secours de la région. Des pompiers volontaires de 4 casernes différentes ont été dépêchés sur place, équipés et motivés. Mais les grottes, c'est un tout autre monde, étroite, sombre, imprévisible. La majorité des secouristes n'avaient jamais été confrontés à un tel contexte. Et très rapidement, ils ont compris que ce ne serait pas un simple sauvetage. Scott était bloqué dans une zone profonde et exiguë, difficile d'accès, où même se faufiler relevait de l'exploit, sans parler d'y manœuvrer correctement. Techniquement, le sauvetage était extrêmement complexe. Les experts ont fait passer une corde au-dessus du tunnel où se trouvait Scott, ont fixé des harnais autour de son corps et tenté de le hisser vers le haut. Mais chaque fois qu'il faisait un peu de progrès, il se mettait à se débattre violemment, annulant les efforts et aggravant la situation. Sachant que l'opération allait durer, ils ont mis en place une véritable base de soutien. Des capteurs surveillaient en continu ses signes vitaux. Maintenir sa température corporelle était une priorité. À l'intérieur de la grotte, la température oscillait entre 10 et 15 degrés,
ce qui peut provoquer une hypothermie après plusieurs heures. Malgré tout, il arrivait encore à boire et manger. Les secouristes lui ont même donné du café, du bouillon, des hot dogs et des donuts. Cela prouvait qu'il avait encore de l'énergie et que son corps résistait. Les médecins ont envisagé de le sédater, pensant que ce serait peut-être le seul moyen de l'extraire sans danger. S'il cessait de se débattre, ils auraient peut-être une vraie chance. Mais les responsables médicaux ont refusé d'approuver l'usage de tranquillisants. Une décision qui restera l'un des points les plus controversés du sauvetage. Cherchant une autre solution, l'équipe a même tenté une première. Établir une ligne téléphonique jusqu'en Californie pour joindre un médecin spéléologue. L'idée, c'était qu'ils comprennent mieux le contexte et acceptent d'autoriser la sédation. Lundi matin, cela faisait maintenant plus de 24 heures que Scott était coincé. Vers 7 heures, alors qu'il entrait dans une nouvelle crise, criant sur les sauveteurs, tout s'est arrêté. Les capteurs ont cessé d'afficher des signes vitaux. Plus de battements de cœur, plus de respiration. Il avait perdu connaissance, épuisé par un stress extrême. Les secours ont immédiatement réagi. Ils lui ont administré de l'oxygène et injecté des fluides chauffés en intraveineuse. Mais rien n'y faisait. Après 29 heures passées dans cette position, son corps avait atteint ses limites. Avec Scott inconscient et insensible, ils ont décidé d'utiliser ce qu'ils ont appelé des méthodes d'extraction douloureuse. Comme il ne ressentait plus la douleur, il n'y avait plus de raison d'y aller doucement. Le but était désormais de le sortir à tout prix. À l'aide des harnais et de la corde, ils ont commencé à le tirer vers le haut, à travers l'étroiture. Ce fut un processus brutal qui aurait été insupportable s'il avait été encore conscient. Mais à ce stade, c'était la seule option restante. À 12h25, lundi 3 octobre, Robert Scott fut enfin extrait de la faille dans laquelle il était resté prisonnier plus de 30 heures. L'équipe est intervenue rapidement, espérant qu'il était en état d'hypothermie profonde, une condition rare mais parfois réversible. Mais ce miracle n'a pas eu lieu. Peu après avoir été sorti, Robert E. Scott a été déclaré mort. Cet homme de 36 ans, venu pour une exploration parmi tant d'autres, est devenu malgré lui le centre d'un des sauvetages les plus tragiques de l'histoire de la spéléologie en Pennsylvanie. Le rapport du médecin légiste a révélé la cause exacte, une insuffisance cardiaque congestive causée par un état de choc irréversible. En d'autres termes, un arrêt cardiaque provoqué par le stress extrême et la pression constante sur sa poitrine pendant près de 30 heures. Le froid, la peur et la compression physique avaient tout simplement eu raison de lui. Le rapport a également confirmé que son épilepsie n'avait pas joué de rôle direct dans sa mort. Si cette histoire vous a intrigué, attendez de voir celle qui s'affiche à l'écran en ce moment. Elle commence aussi comme une simple aventure, mais se termine bien plus mal encore. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.